Avec vous sur Sud Radio pour le 11h midi et les débats avec aujourd'hui Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique, journaliste éditorialiste. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas Corato. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. On vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Et Geneviève Gotzinger, vous êtes communicante et présidente de l'agence Image avec 2G. Merci d'être là ce matin. Va-t-on vers un reconfinement? Êtes-vous favorable à la fin des animaux sauvages dans les cirques? Là, ce sera également la fin de ces parcs aquatiques avec des dauphins et des orques. Et puis, faut-il expulser les délinquants étrangers, ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire français? Comme le dit le ministre de l'Intérieur, encore un coup de menton ou réelle volonté politique? On en débattra avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Dominique de Montvalon, commençons avec vous. Alors moi, je fais un coup de gueule non pas contre les médecins, mais contre une partie des médecins dont je souhaiterais qu'ils n'oublient pas l'état psychologique et psychique des Français en mettant un bémol sur leurs polémiques absolument permanentes qui sont quelque part effrayantes. Même si la démocratie, y compris dans le monde médical, c'est l'échange des arguments et heureusement que ce n'est pas une pensée conforme. Oui, mais vous savez, j'ai reçu pour la petite histoire un SMS d'un ami qui me reprochait d'avoir liké le tweet d'un médecin en me disant c'est scandaleux, ce type est un fou, etc. Et je crois qu'il n'y a plus de débat possible rationnel autour du Covid. Et la question est, enfin moi je vais la poser très cash, qui a commencé? Et effectivement, il y a vraiment des camps très très particuliers. Je suis d'accord avec vous, Dominique, mais on est parti dans un truc de dingue. Nicolas, je revois que vous hochez la tête. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays du monde. Moi, vous voulez que j'enchaîne? Moi, j'avais un coup de cœur sur l'Italie. Oui, enchaînez parce que justement, ça permet parce que justement, on parle beaucoup en ce moment du miracle italien sur la gestion du Covid, notamment de la deuxième phase. Alors, il faut être prudent parce que on sait que cette épidémie génère des surprises et que des pays qui s'en sont très bien tirés à un moment s'en tirent moins bien ensuite. Mais on constate quand même qu'en Italie, ça marche mieux. Et il y a des raisons au fait que ça marche mieux. D'abord, c'est un pays qui a investi dans les tests dès le mois de février. Et l'Italie a beaucoup testé. Nous avons beaucoup testé, mais mal testé et trop tard testé. Ensuite, moi, je constate qu'en Italie, entre la première et la deuxième vague, ils ont recruté 6 600 médecins et 17 000 infirmiers. C'est un pays qui s'est mobilisé, qui a quasiment planifié son effort national pour remettre son système hospitalier à niveau. Je remarque que cet effort de planification, de mobilisation n'a pas été produit en France. Peut-être qu'il partait de plus bas, mais en tout cas, proportionnellement, on n'est pas. Et puis surtout, il y a l'esprit. Oui, mais enfin, juste une chose, on ne peut pas rajouter des médecins qui n'existent pas. C'est qu'on ne peut pas. Il faut les former, les infirmières aussi. J'entends des gens qui disent qu'il aurait fallu monter des hôpitaux. Les Italiens, ils sont allés à l'étranger les recruter. Les Italiens. Ils sont allés au Maghreb, ils sont allés en Libye, ils sont allés en Syrie, ils sont allés chercher un certain nombre de réfugiés qualifiés qu'ils ont formés ou adaptés à leur système hospitalier. Mais surtout, moi, je voulais parler de l'esprit sérieux pour aller dans le sens de Dominique de Montvalon. Ce qui, apparemment, change beaucoup en Italie, c'est que tout le monde s'est mis dans le même sens et que ce soit les médecins ou les élus, il y a une vraie volonté d'union nationale autour de la crise contre le Covid. Ce pays a été durement touché lors de la première phase et il y a eu une sorte de déclic qui a fait qu'ils ont été obligés de s'unir. Et peut-être même encore plus, les élus ont pris le dessus sur les médecins. C'est-à-dire qu'à un moment, les médecins ont dit « c'est pas à nous de communiquer sur le Covid, ce sont des décisions politiques » et ils ont deux grands porte-parole en Italie, le Premier ministre, M. Conte, et surtout le président de la République, M. Mattarella, qui n'a aucun pouvoir exécutif, mais un pouvoir symbolique, et qui incarne une sorte de voix de la responsabilité nationale pour faire face à cette épidémie. Bref, ce peuple qu'on dit latin et qu'on disait désordonné, désorganisé, toujours un peu mal à l'aise avec les consignes, nous donne une leçon aujourd'hui de civisme dont on pourrait bien s'inspirer. Bel éloge de l'Italie. Oui, on en reparlera tout à l'heure puisqu'on va parler d'un possible reconfinement. Donc ça nous permettra de revenir sur le sujet. Geneviève Gotzinger, c'est un sujet qui est effectivement dans l'actualité que vous vouliez évoquer ce matin.
Et c'est aussi manifestement une des premières conséquences du premier confinement. En attendant peut-être le deuxième, c'est l'explosion de la pauvreté en France, telle qu'elle est relayée aujourd'hui par les chiffres du Secours populaire, qui sont quand même extrêmement inquiétants. En l'espace de 2 mois, c'est 2 mois de confinement, donc 1 270 000 personnes qui ont contacté l'association. C'est 45% du chiffre annuel en général du Secours populaire. Donc, pour donner des éléments de comparaison, le Secours populaire parle d'une situation de pauvreté à peu près équivalente à celle de la Seconde Guerre mondiale. Bon, que nous n'avons pas connu les uns et les autres, mais c'est vrai que c'est un exemple qui est extrêmement parlant. Donc, ce qu'on pensait qui était que le confinement avait été en fait un accélérateur d'inégalités, on le retrouve de manière extrêmement précise à travers ces chiffres qui sont des réalités humaines, des gens qui jusqu'à présent, je dirais vivaient tant bien que mal, arrivaient quand même, tout en étant dans une situation de précarité, à payer leur loyer, à payer leur électricité, à se nourrir tant bien que mal, et qui aujourd'hui n'y arrivent plus. Donc au moment où on va réfléchir à un second confinement, le cas échéant, il faut peut-être ne pas s'interdire ce débat-là, débat qu'on s'est interdit la première fois, sur les conséquences économiques, mais au-delà de l'économie, les conséquences sociales, parce que le fait que des petits commerçants ferment, le fait que des restaurateurs ferment, ça induit cette précarité-là. Et encore, je ne parle pas des gamins et de l'éducation, de l'égalité devant l'éducation, quand on est chez soi sans accès à Internet, sans ordinateur, sans... Voilà. Oui. Alors, effectivement, c'est l'une des conséquences. Régis de Castelnau. Alors moi, je vais parler de ma boutique. Votre corporation, voilà, vous parlez de votre boutique. Je vais parler de ma boutique. Vous êtes pas dans la votre couloir de nage. J'étais avocat, puisque désormais ma carrière est terminée. Non, simplement, tout ça est chaotique. On a une image absolument épouvantable d'affrontement avec le nouveau garde des Sceaux. On a une magistrature qui, une fois de plus, se referme sur elle-même, refuse toute mise en cause. Aujourd'hui, hier, la présidente de la Cour de cassation et le procureur général ont fait une tribune commune. J'aime pas trop quand le parquet et les juges du siège parlent ensemble et d'une seule voix. Ce sont pas les mêmes métiers, ce sont pas les mêmes fonctions. Pour venir dire, faut pas nous critiquer, faut pas nommer un avocat à la tête de l'École nationale de la magistrature. J'ai pas d'avis sur la personne que je ne connais pas qui a été nommée, mais il y a à chaque fois avec ces syndicats qui hurlent dès qu'on ose émettre une critique. Il y a la fameuse affaire de la surveillance pendant 6 ans des avocats où Eliane Houlette refuse de répondre aux convocations de l'inspection générale des services, qui est une inspection classique dans une administration, et annonce que s'il y a une enquête administrative, elle refusera d'y aller aussi. Tout ça n'est pas très sain. Il y a aujourd'hui, les études le démontrent, une défiance très importante dans la majorité de la population. On est à près de 60% des Français qui ne font aucune confiance à leur justice, et ça, c'est pas très sain. Ça, c'est pas très sain, et je pense que les magistrats devraient un petit peu récupérer leur sang-froid, et que ce serait une très bonne chose. Parce que, en plus, je vois pas comment politiquement, s'il y a ce blocage qui est en train de se dessiner entre la magistrature et le ministre choisi par l'exécutif, je rappelle, séparation des pouvoirs, je sais pas comment on va pouvoir en sortir. On va vers une forme de blocage qui est délétère dans un contexte aussi difficile, et j'ai fini, qui est celui de l'état matériel, avec un budget trop faible, et les conséquences du confinement et de la gestion de la pandémie qui ont fait prendre un retard fou à tout ça. Donc je suis inquiet pour ma justice. Oui, je voulais vous lire un tweet d'une avocate hier qui racontait qu'elle était en audience, qu'elle était au tribunal pour un procès, et tout a été reporté, et principalement ce sont des audiences pour violence conjugale, des faits qui ont été commis en 2019 et qui seront jugés en 2021. C'est absolument scandaleux et sidérant qu'on en soit là aujourd'hui en France. Moi, ce tweet m'a saisi. Je voudrais détendre un tout petit peu l'atmosphère et dire du mal d'une consoeur que je ne connais pas. Je ne dis pas du mal, la pauvre. Mais il y avait une audience qui était prévue à Agen, et sur la convocation, elle était de Strasbourg et elle s'est trompée. Elle a été à Angers. Donc, il a fallu reporter l'audience cette fois-ci. Alors, c'est le petit gag qui détend un peu l'atmosphère.
l'atmosphère chez nous et qui fait rire. Oui, mais c'est vrai que bon, je ne sais pas si on peut rire de cette situation dramatique aujourd'hui, des délais d'attente de la justice, à quoi rime une peine pour un fait qui a été commis en 2019. Vous vous rendez compte, en plus si on parle de violence conjugale, on devrait peut-être commencer par là. Deux remarques, l'appel de l'acteur Jacques Collard, je ne sais pas, c'est un monsieur qui a 89 ans, qui a été couronné de 2 Molières et il est sur le point d'être expulsé de son domicile par son bailleur qui est le Crédit Agricole et donc son avocat hier a envoyé un communiqué de presse pour dire refusant de tenir compte de son âge et de son état de santé, son bailleur, le groupe Crédit Agricole, a décidé de procéder au mois d'octobre de son expulsion de son logement qu'il louait depuis 42 ans. Alors oui, vous allez me dire, ce monsieur entre guillemets a la chance d'être célèbre, d'avoir un avocat, que ça arrive à plein de gens. C'est peut-être justement l'occasion de dire qu'il y a des expulsions qui sont incompréhensibles et scandaleuse, surtout quand on pense aux squatteurs qui sont dans des appartements qu'on n'arrive pas à expulser. On s'interroge. Alors après, chacun sa vérité. Il y a peut-être une autre histoire derrière, mais on voit pas quelles peuvent être les raisons pour expulser un homme de 89 ans de malade avec un état de santé précaire de son logement. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur la base de ce que vous avez dit, Valérie, on ne peut qu'être ému et par ailleurs scandalisé. Mais rappelez-vous quand même qu'en ce qui concernait la question des squatteurs, je trouve que c'était un véritable scandale et en général c'en est un. Mais on invoquait le droit de propriété en disant il est sacré, etc. De toute façon, c'est la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution. Et là, on se retrouve. Alors certes, c'est le Crédit Agricole, c'est une grosse machine, mais vous savez, les gens qui louent leurs appartements et qui se retrouvent pendant 2 ans, 3 ans avec des impayés et dans des situations difficiles, tout ça est assez contradictoire. Et bon, non, mais je suis d'accord avec là, vous. il y a peut-être un cas particulier, mais c'est toujours des cas particuliers quand même. Non, mais là, c'est un bailleur professionnel. Alors certes, oui, c'est vrai, c'est exact. Voilà, c'est la question. Et puis autre chose sur laquelle je voulais vous faire réagir, une autre chose, c'est la compagnie Seat Cupra qui a remporté l'appel d'offres de la gendarmerie nationale. C'est Sophie de Menton qui m'a souligné cette information. Et donc la nouvelle flotte de véhicules d'intervention rapide sera Seat Leon et non plus les Mégane. Donc c'est un groupe, Seat appartient à Volkswagen. On peut s'étonner aussi de ce choix à une époque où on nous parle de relocaliser, de vanter l'industrie française. Ça vous inspire quoi, Nicolas? Il faudrait savoir sur quelle base, Valérie, ce choix a été fait, sur des bases financières, enfin des propositions. Évidemment, a priori, c'est surprenant pour le moins. Mais pourquoi ce choix-là? Il y a sûrement sur des bases, oui, certainement financières, mais enfin, quand on délocalise, c'est aussi sur des bases financières, l'argument elle-même. Mais Valérie, dans l'Europe, là on est dans la concurrence libre et non faussée, voyons. Personne ne la respecte. Vous pensez bien qu'il n'y aura jamais de voitures françaises qui équiperont la police allemande ou la gendarmerie. Jamais. Parce qu'eux savent se protéger. Nous, on est très gentils, on surrespecte toutes les règles. Et d'ailleurs, le plus beau, c'est qu'on a acheté des fusils d'assaut pour l'armée française en Allemagne. C'est-à-dire que c'est l'ennemi héréditaire qui équipe désormais l'armée française. Pourquoi ? Et je peux vous dire que dans la pratique, c'est assez net. Chaque pays se protège au moins un peu. Nous, non. Voilà. Donc, ce seront les Espagnols qui vont équiper la police. C'est une entreprise française, tout de même, Gruau, qui est à Laval, qui va modifier ses voitures pour qu'elles soient adaptées à la gendarmerie. Mais tout de même, on peut s'interroger sur ce choix. Qui voulait, Geneviève? On va voir les fondements de l'Union européenne quand même. Donc si on veut revenir à une préférence nationale, on revoit les fondements de ce qu'on construit ensemble depuis, notamment avec l'Allemagne qui n'est plus notre ennemi héréditaire. Oui, mais qui protège très soigneusement ses intérêts. Je peux vous dire que les cahiers des charges, ils sont nickel, sur mesure. Oui, effectivement, on nous parle de patriotisme économique. L'État pourrait commencer par se l'appliquer à lui-même. Oui, mais vous voyez, Sophie Nicolas Menton, Corato. Je m'étonne qu'elle s'étonne, puisqu'effectivement, on est dans le libre champ de la concurrence la plus libre possible. L'idée étant que les marques françaises puissent demain aller équiper la Guardia Civile espagnole. Donc tout ça est une histoire de réciprocité. La question étant,
comme le dit Régis, est-ce que cette réciprocité fonctionne vraiment dans toute l'Union européenne? Et non. Donc et nous, non, on joue le jeu, pas. d'autres pays jouent moins. Ouais, voilà. On n'en est pas tout à fait certain. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et nous allons débattre autour des sujets qui font l'actualité. À tout de suite. Alors, avant de reprendre nos débats, quelques réactions de nos auditeurs qui sont très chauds sur le sujet de la voiture française ou de la voiture étrangère. Cédric nous dit, après, il faut dire que les véhicules Renault sont vraiment pourris. Bon, ça n'engage que lui. Et Mickaël dit surtout, quand on voit l'état du marché de l'automobile et l'état de Renault, plan de licenciement dans l'action est actionnaire, on peut s'interroger. On peut également citer Romain qui nous dit l'Allemagne n'est plus notre ennemi, mais ce n'est pas pour autant un allié objectif de la France, c'est un adversaire économique redoutable. Donc voilà, donc ça laisse, c'est effectivement, Olivier nous dit la différence entre Macron et Trump, on laisse partir les entreprises puis leur donne des millions pour qu'elles reviennent, l'autre empêche les entreprises de quitter les États-Unis en surtaxant leurs produits s'ils sont fabriqués à l'étranger. Voilà, ça a beaucoup fait réagir en tout cas ce sujet des voitures allemandes qui vont équiper la gendarmerie française. Alors reconfinement, le mot est lâché. Il apparaît de plus en plus souvent dans la bouche des membres du gouvernement. Hier, avant-hier, c'était la semaine dernière, pardon, le Premier ministre qui disait qu'un reconfinement n'était pas souhaitable, mais qu'il faudrait peut-être s'y préparer. Est-ce que vous pensez qu'on est en train, petit à petit, de nous amener vers un reconfinement partiel et qu'on aura du mal à y échapper? Geneviève? On est en train de nous amener en tout cas vers l'idée d'une fermeture à Paris des bars et des restaurants la semaine prochaine. En tout cas, ça serait logique si on applique à Paris ce qu'on a appliqué à Marseille, puisque les trois indicateurs qui ont justifié ça à Marseille sont dans le même état pour Paris. Sur le reconfinement, j'ai l'impression que le gouvernement fait tout pour éviter un reconfinement, qu'il a conscience du caractère absolument catastrophique d'un prochain reconfinement, et que donc toutes les mesures d'anticipation qui sont prises jusqu'à présent sont plutôt faites pour éviter ce reconfinement. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais donc je ne suis pas convaincue qu'on arrive à un confinement généralisé, en tout cas de la manière exercée au mois de mars dernier. Alors après, que sur une base un peu plus volontaire, on demande aux seniors de se confiner eux-mêmes, on prenne un certain nombre de dispositions plus ciblées, peut-être plus régionalisées, peut-être en fonction des tranches d'âge, en fonction des risques, ça c'est possible. Mais un reconfinement général tel qu'on l'a vécu pendant 55 jours, j'y crois pas tellement, Valérie. Non. Alors, qui veut? Dominique de Montvallon? Un reconfinement généralisé serait une véritable catastrophe. Total. Économique, sociale, et j'ajouterais psychologique, j'ai presque envie de dire psychique. Les Français ont été remarquables dans le premier confinement, qui j'espère sera le seul, mais il faut se rendre compte que beaucoup de Français, je le dis pour moi, mais je l'entends et je le ressens, beaucoup de Français vivent extrêmement douloureusement pour eux et dans leur famille, la situation qui existe aujourd'hui et à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils s'attendaient à quoi? Ils espéraient une dégénérescence progressive du virus et qui se serait éloigné, et au fond on aurait commencé progressivement de retrouver les chemins de, j'ose pas dire de la vie d'antan, mais disons ça comme ça, de la vie sociale, de la vie conviviale en septembre. Et au-delà des slogans, ce dont on s'aperçoit, ce dont on prend conscience, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que ce virus, on ne sait pas s'il a muté ou pas, on ne sait pas comment on va en finir avec lui, et probablement qu'on a pour très longtemps. C'est une épreuve, alors c'est une épreuve économique, c'est une épreuve sociale. Geneviève disait tout à l'heure, à juste titre, me semble-t-il, je ne mets pas des notes, mais je partage son jugement, il y a quelque chose d'assez atroce de penser qu'aujourd'hui, j'ai entendu le leader de la CFDT le dire sobrement ce matin à la télévision, dire qu'il y a des gens qui ont faim. Et la référence, pas tous les Français, mais il y a des gens qui ont faim aujourd'hui, qui n'arrivent pas. Et la référence, c'est la Seconde Guerre mondiale ou l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc j'espère, je ne crois pas à un confinement généralisé. S'il devait avoir lieu, ce serait une véritable catastrophe. Qu'il y ait par ailleurs des confinements partiels ou des restrictions plus fortes, oui, c'est comme ça. On est embarqué dans une histoire. Je notais que
juste un dernier mot, que le philosophe et sociologue Edgar Morin, j'ai plus de mot à mot de sa phrase, mais je la voyais sur Twitter hier, il dit « Ce que nous avons vécu jusqu'ici est absolument incroyable », je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas c'est l'idée, mais ce que nous allons vivre, disait-il sans en dire plus par définition, va être encore plus incroyable, et incroyable, douloureusement incroyable. Ouais. Alors, je voudrais ajouter quelques observations en revenant un petit peu sur cette histoire de désaccord entre les médecins. Moi, c'est quelque chose qui me frappe complètement. J'essaie de comprendre, j'essaie de savoir ce qui est en train de se passer, et je vois de part et d'autre des gens de bonne foi, souvent brillants, humainement sympathiques, dire exactement le contraire des uns des autres. Ça, c'est de nature à susciter des angoisses très importantes et une pression psychologique considérable. Alors, je ne crois pas au reconfinement. Juste une question sur ces polémiques entre médecins. C'est qui parle et d'où il parle. C'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on a par exemple une femme qu'on voit partout dans les médias, qui est invitée également sur Sud Radio, qui est gynécologue. Quelle compétence a cette femme pour s'exprimer sur le virus? Quelles compétences ont certains médecins? Moi, j'ai tendance à croire, encore une fois, je sais que je vais me faire insulter, des gens comme le professeur Pialou, qu'on a reçu hier, nous, sur Sud Radio, qui est lui-même infectiologue à l'hôpital et qui voit des patients, à des gens qui sont confrontés à la maladie. On a beaucoup de gens sur les plateaux de télé qui ne voient pas de patients. Absolument. Absolument. Donc moi, je crois ceux qui voient les patients, les autres. Et moi, je trouve qu'on n'a pas tellement renvoyé à la figure de certains qui avaient dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, que c'était une petite grippette, etc. Qu'on ne leur a pas mis le nez un petit peu dans ce qu'ils disaient. Si, on le leur dit, justement. J'essaye, j'ai dit, je passe plusieurs fois par jour à passer des coups de fil, à regarder, etc. Je suis assez proche d'une communauté scientifique qui est un peu scientiste, disons les choses comme elles sont, et qui est extrêmement sévère avec Raoult et avec d'autres, alors que quand on les écoute, effectivement, on les trouve convaincants. C'est, si vous voulez, le lieu dont on parle. Oui, vous parlez de l'expérience médicale de soigner des malades, mais vous avez aussi des gens qui travaillent, par exemple, sur les statisticiens. J'ai essayé de comprendre les statistiques. C'est absolument impossible pour un esprit comme le mien. Donc, on est dans une incertitude et une pression extrêmement angoissante. Alors, sur le reconfinement, pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de reconfinement? Parce que, je dirais, il ne peut pas y en avoir. Pour ce que disait Dominique est parfaitement vrai. On va payer très cher tout ce qui s'est produit, qui était probablement nécessaire, mais on va le payer cher. Et les informations qui viennent du monde économique sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de redémarrage après en juin, parce qu'il y avait l'été, les vacances, etc. Et puis il fallait sortir de cette tension. C'est une violence, le confinement, une violence très importante quand même, qui a été faite. Moi, j'ai moins subi puisque j'étais à la campagne avant le confinement, donc je n'ai pas fui les villes, mais bon. Et là, avec ce qui se reproduit à la rentrée, ça ne redémarre pas. L'économie n'est pas en train de redémarrer, il y a énormément d'incertitudes et les dégâts vont être considérables. Alors si on bascule dans le confinement, après c'est un problème de bilan coût-avantage, si on rebascule dans le confinement, sur la base d'une donnée qui serait la seule acceptable, c'est-à-dire éviter la saturation qu'on a connue au mois de mars-avril, je pense que derrière, et le monde qui nous attend, je veux dire, l'année prochaine, personne ne peut le décrire. Et le problème étant que ce qui nous arrive sur toute la planète et est traité en général de la même façon. On reconfine en Espagne certains lieux, Israël a reconfiné, donc c'est une situation qui est extraordinairement dangereuse, et c'est la raison pour laquelle je crois que j'aimerais pas être à la place de ceux qui vont devoir décider, c'est-à-dire les politiques, on y revient, de rendre des arbitrages. On me dit par exemple que sur le déconfinement du 11 mai,
Édouard Philippe était opposé à ce déconfinement. Hein, donc, et que c'est le président qui a tranché parce qu'il avait senti qu'il était indispensable de lâcher du lest, quoi. Donc, bon, voilà, je suis personnellement, c'est une situation qui est terrible, et je pense surtout aux jeunes. Je pense à, bon, j'ai pas mal d'enfants, de petits enfants, etc. Quel monde se prépare et dans quel monde vont-ils vivre, hein, ça. Et sur dernière observation, promis. L'État français a montré, je vois que ça fait sourire quand je dis que je vais m'arrêter, ça fait sourire Dominique, il a raison. Non, Nicolas qui n'a pas parlé. Seulement moi. L'État français a joué son rôle d'État-providence avec un amortissement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de couches sociales, hein, dont effectivement retraités en cumul d'emploi-retraite, je fais partie, hein, mais aujourd'hui c'est la misère qui arrive. C'est vrai, c'est la misère qui arrive, c'est-à-dire que la vague est en train de submerger un certain nombre de couches, hein, et que cet amortissement, ces capacités d'amortissement et d'absorption du choc se sont terriblement affaiblies. Donc, je pense que le reconfinement serait une vraie catastrophe et que c'est probablement pour cette raison qu'il n'aura pas lieu. Mais il aura Nicolas Corato, je vais vous donner la parole dans un instant. On a 2 auditeurs en ligne. On a une auditrice aussi qui me dit que je suis très angoissée et que mon angoisse est palpable et d'aller interroger des médecins. C'est ce que je fais. La mienne aussi. C'est ce que je fais. C'est ce que je vrai journaliste, ce qu'on savait. Non, mais c'est ce que je fais. Et des médecins service interne dans un hôpital parisien qui racontent que les urgentistes ont baissé les bras parce qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont eux-mêmes médecins obligés de prendre en considération des patients Covid qui arrivent toujours plus nombreux chaque jour dans les hôpitaux. Donc peut-être que ce n'est pas la même chose d'une région à une autre, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens des médecins qui sont confrontés à cette réalité de patients toujours plus nombreux qui arrivent. Et donc voilà. Alors je vais prendre notre auditeur Olivier qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Olivier. Bonjour. Je tiens à réagir par rapport à ce qui a été dit et par rapport aux effets du mois de mars, parce que les effets du mois de mars, on a des effets pervers autant au niveau médical que social qu'économique qui sont induits, qui vont aller crescendo jusqu'en 2021 et plus. D'accord, ça presque tout le monde est d'accord. Ce que je suis pas du tout d'accord, c'est avec le diagnostic de certains de vos intervenants sur ce qui se passe actuellement. Si on doit mettre, je dirais, la France par rapport à d'autres pays, côte à côte et au niveau des statistiques et uniquement de mortalité, je ne veux pas entendre parler d'autre chose parce que les statistiques gouvernementales, c'est une foutaise monstrueuse. D'accord ? Ça, faut être clair et net. Vous êtes soignant ? Vous êtes médecin ? Non, madame, mais ça fait 20 ans que je travaille en bloc opératoire. D'accord, mais savoir si vous étiez effectivement dans le milieu médical. Je suis qualifié au niveau bloc opératoire, j'ai des formations bactériovigilance, donc tout ça je connais, d'accord. Donc moi je vois des gens comme ça toute la journée, c'est mon métier. Aujourd'hui, ce que je tiens à dire à ce niveau-là, c'est que le niveau de létalité de ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec le mois de mars. Ça n'a rien à voir du tout. D'accord ? On a plus de décès actuellement avec le cancer parce qu'on n'a pas été capable de poser les diagnostics au mois de mars que maintenant avec le Covid. Il faut être clair et net. Et quand vous mettez les pays côte à côte avec leurs statistiques de mortalité, je suis désolé de vous le dire, on est dans le vent complet parce que la gestion a été faite par des branquignoles. Et il n'y a pas d'autre terme. Je vais vous prendre la Pologne, je vais vous prendre la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Ils ont quasiment pas de masque, voire pas du tout, d'accord. Et ils ont moins, l'immunité c'est déjà plus ou moins faite, et ils ont moins de problèmes que nous qui avons eu, je dirais, une politique au petit bonheur la chance. De nos gouvernants, parce qu'aujourd'hui c'est des incapables. Ils regardent plus un comité scientifique qui a des accointances sur des laboratoires qu'à écouter les gens qui savent. Bon, écoutez, merci de votre témoignage, Nicolas Corato. Oui, moi je suis un peu plus pessimiste que mes amis et certainement que votre auditeur. Moi je pense qu'il y a un seul indicateur qui tienne. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas virologue. Je ne suis pas infectiologue, il y a un seul indicateur qui tienne, c'est notre capacité hospitalière.
et que la question du reconfinement se posera nécessairement, si on en arrive, à terme, à une embolie de notre système hospitalier. Donc le reconfinement, il est tout à fait possible, sauf à ce qu'on se dise politiquement et que quelqu'un prenne la responsabilité politique de dire qu'il faudra laisser mourir des gens chez eux. Comme ça s'est passé pendant la première vague en Italie, je le rappelle. Souvenez-vous des images de ces gens qui mouraient chez eux du Covid sans assistance hospitalière. La question, elle est politique, et elle est même politique pas au sens politicienne. Ce n'est pas une question qui est uniquement posée à Emmanuel Macron, c'est une question qui est posée à la société tout entière. Est-ce que le jour où on arrivera à l'embolie dans notre système hospitalier, on acceptera de refuser des patients? Si la réponse est non, alors il faudra peut-être reconfiner. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que notre pays s'enlise dans des débats sans nom autour de l'épidémiologie. On voit des courbes qui vont à gauche, à droite, des gens qui s'expriment sur tout. Mais le seul sujet sur lequel on devrait travailler, c'est comment on renforce notre système hospitalier, comment on fait travailler les cliniques privées et comment on les prépare à accueillir les patients en plus. Comment on mobilise la médecine de ville, qui a toujours l'air d'être aussi à côté de la plaque, mais pas nécessairement de son propre fait, mais en tout cas à côté de comment on fait travailler l'hôpital public avec la médecine privée et libérale. Moi, ce sont des questions sur lesquelles j'aimerais qu'on parle beaucoup plus, plutôt que se demander si les courbes du professeur Raoult valent mieux que celles de M. Delfrécy. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que ce virus, de toute façon, il n'obéit pas à l'Académie des sciences, ni à M. Raoult. Et que la seule chose qu'on peut faire, nous, concrètement, objectivement, c'est préparer notre système de santé à faire face. Si on ne fait pas ça, effectivement, on prend le risque d'un reconfinement à très court terme. On a Michael en ligne avec nous. Michael, pardon, on a un auditeur qui souhaitait également réagir. Bonjour Michael. Bonjour. Oui, je voulais réagir par rapport au confinement et au Covid en général. Moi, j'aurais tendance à dire déjà que j'en ai marre de voir toujours les mêmes médecins à la télé. Par exemple, ou même à la radio, par exemple, je vais prendre l'exemple de Jérôme Marty parce que je l'ai vu commenter un article du Parisien sur Twitter récemment. Faut arrêter la panique parce que actuellement, comme a dit votre auditeur juste avant, je crois que c'est Olivier, les taux de mortalité déjà sont beaucoup plus faibles, premièrement. Deuxièmement, on est le pays qui a eu le plus fort taux de létalité au monde. Je dis bien au monde. Je dirais troisièmement, les conséquences d'un reconfinement en termes économiques et sociaux vont être désastreuses, mais ça, Macron, il n'en a pas conscience. Lui, tout ce qu'il voit, c'est son nez et puis c'est tout. Ensuite, voilà, j'aimerais que les gens ils arrêtent de paniquer, etc. Parce que, entre guillemets, j'ai l'impression qu'on est en train de restreindre les libertés de plus en plus et installer une dictature sanitaire, alors que, en réalité, d'accord, il y a des morts, mais le système hospitalier, comme disait, je crois que c'est Nicolas, votre invité, le système hospitalier, oui, il va pas tenir, mais pourquoi? Parce que les politiques, ils investissent pas dedans, c'est ça le problème. Mais en ce moment, on parle aussi de fraude avec Charles Pratt, qui a sorti son nouveau livre. Par exemple, on s'attaque pas à la fraude, etc. Mais par contre, on fait, comment ça s'appelle? On dit, ouais, l'hôpital. Mais si on n'investit pas dans l'hôpital, le reconfinement, on va le prendre en plein dans la tête. Et puis aussi, juste une dernière chose, il y a Laurent Toubiana qui est épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, je ne sais pas si vous connaissez, qui a démenti il y a quelque temps l'idée de la deuxième vague sur France Inter et LCI. Donc j'invite tous les auditeurs à aller l'écouter parce que je pense que ce monsieur-là, bon, peut-être qu'il travaille pas dans des services d'urgence, mais bon, c'est son métier et ça fait un peu 25 ans qu'il étudie les virus. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Bon, merci d'être intervenu, Michael. On va se retrouver dans un tout petit instant pour parler, on va peut-être changer un petit peu de sujet, parler des animaux dans les zoos. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, décidément, le Covid fait beaucoup réagir, mais je voulais qu'on évoque quand même hier la déclaration, les annonces qui ont été faites par Barbara Pompili. Elle a décidé donc l'annulation, qu'il n'y aurait plus d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, ainsi que la reproduction d'orques et de dauphins en captivité. Tout cela, ce sera terminé dans les années qui viennent. C'est l'une des mesures qui ont été prises donc en faveur du bien-être de la faune sauvage. 200 cirques français sont concernés. C'est évidemment un coup dur pour certains d'entre eux. En même temps, il faut protéger les animaux. Qu'en pensez-vous,
cirque ou pas cirque? Là aussi, c'est un sujet très clivant et très clivé. Geneviève Götzinger. Moi, je trouve que c'est des bonnes mesures. On a enfin pris conscience que les animaux, justement, avaient une conscience, qu'il fallait les protéger. Bon, c'est l'évolution de la société, en fait, de notre prise de conscience à tous, globale. C'est pas le plus compliqué. Je pense que le plus compliqué est quand même devant nous. Est-ce que demain, on va aller jusqu'à interdire la corrida, qui, dans certaines régions de notre pays, voilà, c'est à mon avis plus compliqué d'interdire la corrida que les animaux dans les cirques itinérants. Alors, est-ce que on va interdire la chasse? On a vu ce malheureux cerf qui s'était réfugié dans un village et qui était là avec la chasse à courre. Là, je parle de la chasse à courre, mais la chasse plus généralement. Donc, le dur est devant nous, je dirais ça. Voilà, on s'est attaqué au plus hostile. Vous pensez que ce n'est que le début. Dominique de Montvalon. Comme il l'avait promis, il ne l'a pas fait. Voilà, il y a un certain nombre de choses à faire devant nous. Peut-être moins simple que ça. Alors, Dominique de Montvalon. Écoutez, il y a la mesure et il y a le moment. S'agissant de la mesure, je commencerai par dire que j'ai tant de souvenirs personnels, on a encore le droit de les évoquer, chez vous notamment, Valérie, tant de souvenirs personnels de petit enfant, puis grandissant ensuite ou accompagnant mes propres enfants dans des cirques où ils étaient éblouis par des animaux qui ne paraissaient pas devant nos yeux être maltraités, que je songe d'abord à ça. Maintenant, j'admets que probablement ainsi va la marche du temps. Il faut s'orienter, il faut s'orienter vers une situation où nous n'aurons plus d'animaux dans les cirques. Ensuite, il y a le moment choisi. Je vais vous dire, franchement, ça me heurte. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont travaillés par l'angoisse, et j'en connais. Il y a des gens qui ont enterré des victimes du Covid. Je parle, je ne sais pas s'il y aura un reconfinement, mais au moment du confinement, ils avaient droit d'être deux devant dans le cimetière, pour deux seulement autorisés pour accompagner le cercueil qui descendait dans le caveau, etc. Et à ce moment-là, quelle est la priorité des priorités? La priorité des priorités, je ne dis pas que sur le fond, à court terme ou à moyen terme, plutôt, ce n'aurait pas été nécessaire, c'est d'arrêter de stopper la présence d'animaux sauvages. Oui, mais c'est paradoxal ce que vous dites sur le raisonnement léger. On ne peut pas arrêter la France d'avancer. La ministre de la Transition écologique, c'est son boulot. Elle avance dans son métier. Elle ne va pas fermer les portes et dire on ne fait plus rien en attendant. Juste un mot, Valérie. Si j'ai tenu ou si je tiens un propos paradoxal, je souris de moi-même, mais ça ne me gêne pas d'être un peu paradoxal. Je vais vous dire une chose. S'agissant de l'écologie, je ne pense pas que c'était la première. J'ai presque envie de dire que c'est la mesure la plus facile. La plus facile à faire. Oui, vous avez raison. J'attends Barbara Pompili à d'autres rendez-vous écologiques que celui-là. Et je maintiens psychologiquement que je ne sais pas, quand bien même serais-je le seul. C'était pas le moment. Non, mais je suis quand même surpris, on est là dans l'angoisse, on a le cerveau pressuré, on entend des polémiques sans arrêt, on se demande combien de temps nous allons devoir vivre, puisque c'est la nouvelle formule, avec le virus, et brusquement, mais c'est normal dans votre émission, puisqu'on nous les a imposé ce sujet, l'actualité nous l'impose. On se demande s'il faut supprimer les animaux. Écoutez, paradoxe ou pas, je maintiens mon étonnement. Alors, je voudrais compléter. Nicolas, je voudrais compléter Régis a pris la parole. Non pas l'étonnement, mais compléter le propos de Dominique. Alors, en commençant par dire que notre rapport aux animaux a complètement changé. Moi, je me rappelle de mon enfance dans les fermes, etc. Et j'ai suivi cette évolution, si vous voulez, de façon très anthropomorphique. J'ai vu ce cerf, j'ai assisté à des chasses à courre, c'était extraordinaire, pas à cheval, je suivais. Et puis quand j'ai vu cet animal épuisé, j'étais totalement favorable à l'animal, je voulais qu'on le sauve, etc. Et quand vous avez des chiens, c'est l'horreur, parce que c'est un animal tellement fabuleux. Donc, qu'on laisse les animaux tranquilles et qu'ils ne soient plus exhibés comme ça dans les cirques, je serais plutôt favorable à cette mesure. Mais là où je pense qu'il y a un problème, c'est que il n'y avait pas d'urgence particulière là-dessus, c'est un problème anthropologique assez sérieux, et le moment est choisi de façon très clientéliste, parce que sur l'écologie,
Dominique, vous l'attendez, mais elle ne va pas venir parce qu'il y a le plan de relance, parce qu'il y a plein de choses, parce que sur un certain nombre, par exemple, ce qui se passe avec les néocotinoïdes, je ne sais pas comment on prononce, et notre filière betteravière, il y a un problème. C'est-à-dire que partout, hein, on a réintroduit ces pesticides ou insecticides, je ne sais pas, hein, et malheureusement, nous, on continue à être les bons élèves, comme pour le choix des voitures de policiers, hein, et notre filière sucre, qui était la première du monde, est en train de péricliter de façon relativement grave. Alors, il y a des mesures à prendre, et il y a l'écologie, elle va passer un petit peu sous la table dans la période qui vient. L'écologie spectaculaire, s'entend, hein, et cette clientèle-là, électorale, il faut lui faire un peu plaisir, donc on est venu sur ce terrain. Vous croyez que ça suffira ? Paradoxe chez moi aussi, hein, la corrida, je comprends très bien qu'on adore ça et tout, je déteste ça, quoi. Donc, les mesures administratives à chaque fois, interdiction de ceci, etc., je sais pas, bon, si c'est à chaque fois la bonne méthode, parce que ça provoque des affrontements, ça brutalise les sociétés, incontestablement, mais moi, je suis très animophile, si vous voulez, hein, mais je pense là que cette mesure, c'est vraiment pas le moment. Il y a un côté presque indécent de le présenter comme quelque chose. Donc vous rejoignez Dominique sur le sujet. J'avais pas effectivement moi pensé comme ça. Nicolas Corato. Oui, moi je trouve que c'est un symbole à peu de frais. Alors moi, à titre personnel, je suis très gêné parce que j'adore le cirque avec les animaux et j'adore la corrida. Et que je trouve dommage de faire disparaître un modèle culturel, le cirque, qui est une école et qui a longtemps été l'un des seuls spectacles laïques qui étaient offerts aux populations, il ne faut pas l'oublier. Et donc je trouve dommage cette déperdition, même si je comprends que notre société évolue sur le respect qu'on doit aux animaux et que ça fixe aussi un niveau de civilisation. Ça, je l'entends parfaitement. Ouais. Après, je me demande y avait des contrôles qui étaient faits, parce que moi j'ai le souvenir, à l'inverse, d'avoir vu dans le petit village où habite ma maman un cirque avec des chevaux efflanqués, des animaux dans un état de saleté épouvantable. Donc la réalité est toujours complexe. Voilà, la réalité est complexe. Et quand on voit, on peut aussi faire confiance aux gens, on peut encadrer les choses. Moi, je pense qu'on va perdre. Enfin, moi, je vous le dis, hein, moi, je m'endors au Cirque du Soleil. Je trouve ce cirque sans animaux absolument. Enfin, moi, ça, c'est horrible. Non, mais pardon, Valérie, je sais que vous n'allez pas partager mon avis. Non, si, tout à fait. Mais moi, j'aime pas le cirque, quel qu'il soit, de toute façon. Mais c'est vrai que le Cirque du Soleil est en général inattaquable. C'est le summum. Mais c'est soporifique au possible, le Cirque du Soleil. On s'endort, il n'y a pas d'animaux, ça sent rien, c'est complètement aseptisé. Non, moi, je trouve que cet état du cirque était aussi un état de proximité immédiate avec des grands fauves, avec des animaux sauvages, était aussi un des seuls lieux de contact entre plein d'enfants et la vie animale. Donc, je comprends et j'entends le problème de la maltraitance des animaux. Je pense que tout ça peut se gérer. Mais surtout, je reviens sur ce que disaient Dominique et Régis. Pour moi, ça, c'est pas de l'écologie. Pardon. Enfin, c'est pas avec ce genre de décision qu'on va arriver aux objectifs fixés par la COP 21. Si on est vraiment écologique, je veux dire, moi, j'attends effectivement un ministre de l'écologie sur d'autres sujets que celui-là. On ne sera pas tous d'accord sur le fond. Mais si on veut mettre en œuvre une vraie politique de transition écologique, on ne commence pas par les cirques. Voilà. Non. Donc, faut être très clair. Voilà, annonce gadget. C'est de la com. Les cirques, ça ne vote pas beaucoup. C'est plutôt un peu l'ancien monde, il faut le regretter. Ils sont en crise, ces malheureux cirques. Mais c'est aussi un peu d'emploi, il y a des gens qui en vivent. Hein. Oui, mais c'est pas non plus fini un peu ça, d'exploiter les animaux, ce que disait Geneviève au début, quoi, cette prise de conscience qu'un animal n'a pas à être dans une cage, qu'un éléphant n'est pas fait pour s'asseoir sur un tabouret, etc., etc. Mais à ce moment-là, il faut fermer les zoos aussi, moi, je pense. Non, mais c'est que début. Ce n'est que le début. Allez, je laisse la conclusion à nos auditeurs qui nous dit quel cirque ce pays. Voilà, ça résume. Ça résume. Ils ont beaucoup d'humour, nos auditeurs. Et Stéphane nous dit l'humanité a échoué, rendez-nous les dinosaures. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée. À demain.